d'histoire. Digne héritier de grands conquérants, nous sommes des bâtisseurs d'empires. Et défenseurs de notre grande culture. Unis dans nos diversités, nous partageons des valeurs communes. Hospitalité, tolérance, fierté, solidarité, simplicité. Des valeurs ancrées dans notre identité. Nous sommes des hommes et des femmes armés d'un grand courage. Par la sueur de notre front et par la vigueur de nos bras, nous avons fait du Mali le grenier de l'Afrique. Nous sommes riches du talent et du savoir-faire de nos fils et de nos filles. Nous sommes le Grand Mali. Nous avons pour notre peuple et pour notre pays de grandes ambitions. Engagés sur le chemin de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, nous nous sommes donné la main et nous sommes debout face aux obstacles, debout devant le monde. Nous sommes le Grand Mali, le Mali des héros d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est ensemble que nous allons construire une nation forte et moderne. Anga Maliba. Paix et quiétude dans le delta central et la boucle du Niger, le forum de Mopti des leaders religieux recommande fortement le dialogue avec les groupes armés non signataires de l'accord, l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national. Visite du chantier de Kabbalah et des sites d'approvisionnement d'eau des logements sociaux de Sanafra et Eremakono à Kati. Le ministre Malika Lousseni et la représentante de la Banque mondiale ont fait le tour. Le cancer de la prostate au Mali, il n'y a pas de statistiques, mais c'est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Ramata Konaté et son équipe nous en parleront dans Focus Santé de ce journal. Lundi 10 novembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, poursuit sa tournée en 5e région cet après-midi. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Meiga a rencontré les forces vives et cadres de la région de Mopti. C'était donc cet après-midi. En attendant de retrouver le reportage de nos envoyés spéciaux, nous allons vous parler de la fin des travaux du forum régional sur la contribution des leaders religieux et des notabilités traditionnelles pour le retour de la paix et la quiétude dans le delta central et la boucle du Niger. On fait le point avec Yacouba Meiga. Véritable tribune pour l'appel à la paix et à l'unité nationale. Le forum de Mopti l'aura été à tout point de vue. Les 200 participants, qui sont pour l'essentiel des leaders religieux et des notabilités traditionnelles, ont pendant les 10 jours d'échanges francs et constructifs fait un diagnostic sans complaisance de l'épineuse situation sécuritaire dans le delta central et la boucle du Niger. Nous avons parlé de la gouvernance, nous avons parlé aussi de la responsabilité des populations qui aujourd'hui sont ces populations qui se sont côtoyées pendant des millénaires, Dogon, Peul, Bobo, Bozo, etc. Il est impensable, inacceptable que ces populations aujourd'hui deviennent des ennemis qui ne peuvent pas vivre ensemble. Cela, nous l'avons dit. En dehors de cela, nous avons lancé aussi un appel à nos frères, ceux qui ont les armes en main, qui sont des nôtres. Il faut nécessairement que nous puissions vraiment leur parler, leur tenir le langage de la vérité. Et ce langage-là, nous l'avons tenu avec responsabilité.
je pense réellement que ça aura un impact, Inch'Allah, dans les jours à venir. Pour parvenir à une paix durable au Mali, des mécanismes ont existé et existent encore. L'activité qui nous réunit aujourd'hui fait partie du premier axe de la mise en œuvre de la déclaration politique générale du gouvernement. Le chef du gouvernement, instruit en cela par le chef de l'État, a mis la recherche de la paix dans la région de Kidal, dans la boucle du Niger et dans le delta central au centre de ses activités pour comprendre, analyser et esquisser des ébauches pour ramener la paix dans ces trois régions notamment. Soyez rassurés que le gouvernement prendra en charge l'ensemble des préoccupations qui ont été exprimées ici et spécialement voir comment institutionnellement assurer ce suivi. Pour rendre cette paix une réalité, il faut éviter les recours à la belligérance et à la guerre pour traiter les problèmes. Nous reparlons de la visite du Premier ministre en 5e région. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a inauguré hier, vous l'avez suivi avec nous, le tronçon Wokoro-Bankas appelé route du poisson. La réalisation de la route du poisson est un vieux rêve qui vient de se réaliser. Emprunter ce tronçon relevait d'un véritable parcours de combattant. Notre reporter Mamourou Sidibé nous fait remonter dans le temps avec les péripéties de cette réhabilitation. Au Mali, la route du poisson qui va de Badiangara à la frontière du Burkina Faso, en passant par Wop, Bankas et Koro, est liée à une longue histoire. Et cette route, c'était la route en terre qui était au gabarit norme UMOA, c'est-à-dire 9 mètres de plateforme, munie d'une couche de roulement sur une assise en terrassement. Cette route qui doit son nom au fait qu'elle permettait l'acheminement de divers produits dont le poisson vers le Burkina Faso et le Ghana. Depuis des années, ce trafic était en panne en raison du délabrement avancé de cette infrastructure. Très rapidement, cette section de route a été prise en compte dans le vaste programme de désenclavement du pays. Le long de la route, la section a été divisée en 3. Il y a la première section Banyangara-Wo, long de 37 km, financée par la BID. La section de route Wo-Bankas-Koro, l'objet du présent, comprend 91 km. La structure, c'est les 10 mètres, 7 mètres de chaussée, 2 fois 1 mètre d'accotement. Et la chaussée, c'est en bicouche. La route n'est plus un luxe, c'est une nécessité et reconnaissent les bénéficiaires. C'est pourquoi le gouvernement du Mali et ses partenaires n'ont pas hésité à injecter 14 milliards 268 millions pour l'aménagement et le bitumage de cette section de route Wo-Bankas-Koro. Les travaux d'aménagement ont permis de doter certains villages en forage. Cette route qui vient d'être inaugurée vient s'ajouter à une longue liste de réalisations, le tout s'inscrivant dans le cadre de la politique de désenclavement intérieur et extérieur du gouvernement de la République du Mali. Après Mopti, Abdoulaye Idrissa Maïga s'apprête à se rendre demain mardi à Niafunké, dans la région de Tombouctou. Sur place, les préoccupations des populations qui attendent le chef du gouvernement sont relatives à l'insécurité et au développement socio-économique. Malgré les conditions difficiles, les services techniques et la société civile entendent réserver un accueil digne de ce nom au chef du gouvernement. Cherfi Moulay, Adama Djimde, eux sont déjà à Niafunké. Niafunké, situé à moins de 200 km de Tombouctou. Ici, les attentes des populations sont d'abord liées à l'insécurité et au développement. D'abord, on est très satisfait d'être visité à pareil moment, où réellement nous avons des problèmes. Et surtout que la visite, c'est une visite du Premier ministre en personne. C'est avec joie que nous recevons le Premier ministre, parce qu'on a des problèmes réellement. D'abord l'insécurité, ça, quand on est au nord, il faut parler de l'insécurité. Nous souhaitons que le Premier ministre le sache et qu'il n'y ait plus d'agents dans la zone. Quelque part dans le Gourmand, c'est-à-dire sur la rive droite, il y a aussi quelques individus qui, pour l'instant, prêchent
Et ces prêches ne sont pas de notre goût. À Niafinké, les femmes sont disposées à jouer leur partition. Auparavant, elles tiennent à remercier le gouvernement pour les efforts entrepris en leur faveur. On remercie vraiment le gouvernement à travers le Premier ministre et sa délégation, parce que les femmes ne sont jamais restées en marge dans les actions de développement. Ils ont toujours cherché à promouvoir le rôle et la place de la femme dans le développement durable. Nous avons dans notre cœur aujourd'hui un sujet brûlant qui est la violence basée sur le genre, à travers les voies routières, à travers beaucoup de lieux. Vraiment, on veut qu'ils prennent des dispositions pour trouver une solution finale à ça, parce que vraiment, on ne dort pas. L'administration, aussi bien que les élus, les notabilités, la société civile et la jeunesse, chacun en ce qui le concerne, s'active à réserver un accueil digne de ce nom à Abdoulaye Idrissa Maïga. Restons dans la région de Tombouctou pour parler du lancement de l'Association pour la survie au Sahel, qui vient donc de lancer un nouveau projet dénommé Mali Justice Project. On fait le point avec Najim Baba Sissé. Mali Justice Project est un nouveau projet porté par l'Association malienne pour la survie au Sahel, avec l'appui financier de l'USAID. Son objectif est de permettre au gouvernement de rendre le secteur de la justice plus efficace, efficient et plus adapté aux besoins des citoyens. Ce projet œuvre à travers des activités pilotes au renforcement de la résilience au conflit et la modélisation d'une approche évolutive pour améliorer le niveau de connaissance des citoyens et citoyennes des zones d'intervention du projet par rapport aux initiatives d'accès équitable à la justice. Le projet est articulé autour de 3 composantes. Une première composante qui a pour objectif de renforcer les capacités des institutions clés de la justice du Mali, notamment avec le renforcement des cours et tribunaux et la Direction nationale de l'administration de la justice. À travers ces objectifs, le programme NJP ambitionne de contribuer au changement des comportements et des pratiques vis-à-vis des citoyens en leur facilitant l'accès et le recours à la justice. La mise en œuvre de ce projet permettra également de faciliter l'accès des communautés à une justice de qualité, ce qui aura pour incidence de ramener la paix, de panser les blessures et de réconcilier les cœurs et les esprits. Voilà, la transition, elle est toute trouvée pour vous dire que l'Association des juristes maliennes adresse ses chaleureuses félicitations à Maître Soyata Maïga pour sa réélection à la tête de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. Le deuxième titre phare de ce journal, ministre de l'Énergie et de l'Eau sur les sites d'approvisionnement des logements sociaux de Sanamfara et Eremakono à Kati. Mais auparavant, Malika Lousseni était en début de matinée avec la représentante de la Banque mondiale sur le chantier de Kabala. Les travaux avancent convenablement. Un taux d'exécution de 60% est enregistré, nous dit Nyanya Aliou Traoré. L'homme au pas de charge du gouvernement est à sa énième sortie de terrain. La présente visite s'était en 2 phases. Question, pourquoi le ministre de l'Énergie et de l'Eau est-il si pressé? On a un déficit au niveau du réseau et Kabala, c'est la principale station de pompage. La première étant réalisée depuis 1956. Voilà. Donc la fin de ces travaux est prévue en mi-décembre 2018. Malik Aoulousseini veut être dans les délais, concernant surtout la desserte en eau potable de la capitale. Elle entre dans le cadre du projet présidentiel d'urgence sociale d'accès à l'eau potable. Je veux dire que du point de vue de l'avancement des travaux que nous finançons, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des délais d'exécution et de l'exécution de ces travaux. Mais comme vous le savez, c'est à la fois un projet d'envergure et un projet complexe qui demande une collaboration, une coordination avec des services multiples de l'État, avec d'autres bailleurs. Le ministre, à la fin de sa visite à Kabala, a instruit la tenue d'une réunion de comité de pilotage d'ici au 20 novembre prochain. Objectif,
déboucher tous les tuyaux afin que l'eau coule en quantité et en qualité pour tous très bientôt. Inch'Allah, c'est ce qui nous fait courir, comprenez. Donc, cela va demander de notre part un suivi étroit et une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs. Seconde étape a concerné la ville de Kati. La délégation était sur les sites des logements sociaux de Sananfara. Puis, elle s'est rendue à Kati et Ramakono. Pour ce dernier, des bornes fontaines sont installées et doivent être alimentées par la station de pompage de Kati, Sebeninkuru. Nous nous cesserons de le rappeler, aux sources de vie. Ouverture cet après-midi de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Une occasion de faire l'état des lieux par rapport aux acquis et défis de l'institution, mais aussi et surtout les questions d'actualité. Sira Bachili a suivi la cérémonie d'ouverture. Exigence constitutionnelle. Le Haut Conseil des collectivités tient sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2017. Et comme à l'accoutumée, le président de l'institution a tout d'abord évoqué les questions d'actualité qui préoccupent le pays. Un tour d'horizon qui touche tous les secteurs et donne le point de vue de l'institution sur les actions du gouvernement. Nous nous réjouissons de l'avancée notable enregistrée par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. En témoigne, entre autres, l'installation du gouverneur de la région de Kidal, la mise en place du MOG à Tombouctou, la trêve signée et observée entre les mouvements armés, la rentrée effective des classes à Kidal depuis le 12 octobre dernier. C'est aussi l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble des conseillers nationaux, d'apprécier et de saluer tous les efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour ramener la paix dans l'espace sahélien. Le Haut Conseil des collectivités, par la voix de son président Mamadou Satiki Diakité, a noté avec satisfaction la programmation des élections locales et régionales pour le 17 décembre 2017. Autre appréciation, le programme présidentiel d'urgence sociale ainsi que le réarmement moral et le renforcement des capacités des femmes. Le Haut Conseil a par ailleurs déploré les attaques incessantes. Une session, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan des acquis avant de mettre l'accent sur les activités à mener. Le Haut Conseil des collectivités n'est pas resté les bras croisés. Il a travaillé sans relâche à l'atteinte de ses missions. En plus de ses activités quotidiennes, l'institution s'est engagée sur un certain nombre de chantiers, dont le plus important reste sans doute l'élaboration d'un projet de charte de l'environnement au Mali. Des ateliers et des concertations ont été organisés à Bamako et à Ségou à cet effet. L'adoption du document est prévue au cours de cette session. Pendant un mois, les conseillers nationaux vont examiner les textes soumis par le gouvernement pour avis avant de faire des propositions. À suivre l'intégralité de l'intervention du président du Haut Conseil des collectivités juste après le journal en Bamanankan. Plus de 24 000 étudiants maliens sont inscrits en 2017 dans le cadre de la 39e conférence générale de l'UNESCO. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré les représentants des étudiants et des diplômés maliens vivant en France. Makamfin Konaté pour le compte-rendu. C'est un face-à-face inédit. D'un côté, le ministre entouré de ses principaux conseillers et de l'autre, les étudiants et diplômés maliens en France. Au menu des échanges, des problèmes réels posés avec une ébauche de solutions, des doléances objectivement réalisables, des interrogations et des contributions. On se demande à quand la maison de l'étudiant malien en France. Qui est où, combien nous sommes et quels sont nos problèmes. La population étudiante est celle qui se soigne le plus mal. On a été à l'origine du premier projet de jeux vidéo au Mali, Paliquiz. Cette année, il y en a certains qui sont venus seulement avec 500 €. Et 500 €, le temps de partir à Nice, s'inscrire, l'argent est déjà fini. En ce qui concerne l'appui financier à ceux qui viennent en France, je m'en vais vous dire que ce serait pratiquement impossible. Il ne faut pas essayer de tourner autour du pot, ce serait pratiquement impossible. Je ne dis pas que c'est impossible.
parce que nous connaissons aujourd'hui, nous ne connaissons pas demain. Nous qui sommes sur le terrain, nous avons déjà commencé à faire un certain nombre d'enquêtes, de relever un certain nombre de problématiques que nous avons dénommé le projet de base de données. Donc c'est un projet de base de données portant sur les étudiants maliens, les jeunes diplômés maliens, mais aussi les jeunes cadres maliens qui sont en France. En 2016-2017, donc cette année, il y a 2401 étudiants maliens inscrits dans les universités. 2401 étudiants. Pour quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué de vraiment, accéder au marché de l'emploi du Mali, juste avec son CV, son salaire de motivation, peu importe son expertise ou ses compétences, en faisant des candidatures spontanées normales, que ce soit à travers les sites internet ou même à travers des appels d'offres. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, si les questions soulevées sont communes aux étudiants maliens partout à travers le monde, certaines d'entre elles font appel à des réponses sans détour. En ce qui concerne le recrutement dans l'enseignement supérieur, nous sommes en train de recruter sur titre 50 détenteurs de doctorat. L'initiative est unanimement saluée, même si certains étudiants restent sceptiques quant à son issue. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est à Mopti depuis vendredi dernier à la tête d'une forte délégation. Et face à l'insécurité, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et de celui de la Haute Cour de justice appellent tous à une synergie d'action et à un soutien aux forces armées et de sécurité. Ils se sont prononcés au cours de la conférence de cadre qui s'est tenue cet après-midi à Mopti. Et c'est d'abord le président de la Haute Cour de justice qui a saisi cette opportunité pour rappeler les conditions de son évacuation récemment suite à l'attaque de son convoi par les terroristes. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. Je vous assure que quand l'armée est venue pour me sauver, à un moment donné, j'avais oublié mon cas. J'avais plutôt pitié de ces jeunes gens dans la nuit qui marchaient à pied et qui pouvaient mourir à tout moment. 12 km dans la nuit, dans l'obscurité. De temps à autre, je baissais un peu ma vitre pour vous dire, vraiment, vous êtes des hommes courageux. Nous devons être fiers de ces jeunes gens. Vraiment, il faut vivre ces moments-là pour comprendre combien ces jeunes exposent leur vie. Ils marchaient à pied, ils nous accompagnaient, donc le rythme était au rythme du piéton. Ils allaient devant pour détecter s'il n'y a pas de mine encore. Ils revenaient, on avançait, et toute la nuit on a passé comme ça. Des jeunes gens qui sacrifient leur vie pour défendre leur pays. Ils méritent notre confiance, ils méritent notre appui. Monsieur le Président de la Haute Cour de justice, avec beaucoup d'humour, mais avec beaucoup de profondeur, a décrit la situation pour dire que nous sommes dans un environnement violent. Violent parce que dans l'aller et venir, vous pouvez passer, mais au retour, vous ne savez pas de quoi est fait cet environnement. C'est ça la question des EID. Les engins improvisés, mais qui détruisent. Détruisent des vies, détruisent la confiance, détruisent la cohésion sociale. Parce qu'ils installent toutes les peurs, au-delà des angoisses. Donc saluer et féliciter les femmes parce que c'est un engagement patriotique, encore une fois. Imposer la paix, ce n'est pas par les armes seulement. La paix, c'est aussi l'esprit, c'est le cœur. C'est faire appel à l'intelligence collective. Et c'est ce que nous faisons depuis des mois. Inviter les uns et les autres, chacun à son niveau, à faire en sorte que nous ayons à créer les meilleures conditions pour aller vers cette paix-là, par la voie du dialogue, mais aussi en ne méprisant pas l'intelligence des autres. Demander aux plus pauvres comme aux plus riches, chacun sa contribution. Nous devons ensemble, nous l'avons dit ailleurs, tout ce qui peut approcher l'identité des gens, les populations devraient aider les
forces de sécurité. Nous accompagnons l'action du gouvernement, nous ne sommes pas... On est preneurs, on est preneurs parce que l'objectif est commun. L'objectif c'est quoi? C'est la construction de notre pays. Aimer son pays, c'est dans le Coran. Le Coran lui-même, ça est là-dedans. Aimer son pays. Celui qui n'aime pas son pays n'a même plus, pour moi, n'a pas droit à la vie. Parce qu'il compromet tellement de choses. Par ce désamour, il compromet toutes les actions. Et c'est pour cette raison qu'avant toute chose, il faut aimer le Mali. Il faut aimer le Mali. Et cette information, l'un des véhicules des FAMA du convoi du gouverneur de la région de Tombouctou a sauté sur une mine ce matin à Soumpi, dans le cercle de Niafonké. Le bilan est de 3 blessés, dont un grièvement. Ils ont tous été secourus par la protection civile et transportés au centre de santé de Niafonké pour des soins intensifs, nous signale l'un de nos envoyés spéciaux, Adama Djimde. Et ce communiqué du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que ce jour 6 novembre 2017, un véhicule du détachement des forces armées maliennes basé à Soumpi a sauté sur un engin explosif improvisé. Le bilan fait état de 3 blessés, dont un grave. Il faut rappeler que ce détachement avait fait l'objet d'une première attaque survenue dans la nuit du 24 au 25 octobre dernier, au cours de laquelle les terroristes avaient brûlé les camions de l'entreprise Sogea Satom. Afin de permettre de mieux gérer la situation d'urgence née de l'explosion de la mine et d'assurer une prise en charge correcte des blessés, le Premier ministre, chef du gouvernement, a décidé de surseoir à sa visite dans la localité de Soumpi, où il envisageait d'apporter le message de solidarité de la nation à ses vaillants soldats. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense et des anciens combattants souhaite prompt rétablissement aux blessés et réaffirme la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leur mission de protection des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Atelier de validation de politique du curriculum de l'enseignement normal, une session organisée par la direction de l'enseignement normal en partenariat avec l'USAID et l'Union européenne, tout cela pour améliorer la qualité de l'enseignement. On fait le point avec Madame le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Assetoufoune Samake. On fait le point avec Makamfi Konaté. On me signale que l'élément va suivre, donc nous reparlons justement de la formation. La formation est la clé de la réussite. Ils sont donc 16 officiers de la garde nationale et de la gendarmerie nationale à recevoir leur parchemin après 3 mois de formation. Ces officiers ainsi formés seront les futurs commandants d'escadron de leur unité respective. Agibou Koulibaly est en place. Cet atelier de validation est la résultante d'une activité demandée par le conseil d'administration de l'Agence de développement du Nord du Mali. L'atelier permettra de réorienter un fonds qui se trouve logé au niveau de l'Agence de développement du Nord du Mali. Ce fonds s'inscrit dans le cadre de la réinsertion des jeunes des régions nord du Mali. Suite aux multiples crises, le gouvernement de la République avait instruit à l'ADN de prendre en charge la réinsertion des jeunes. Cette activité a été financée jusqu'en 2012 et suite à cette crise, il y a eu un frein. Le ministre en charge, le ministre tutelle de ce fonds a demandé de suspendre l'utilisation de ces ressources. Et vu les contours et les dispositions prises par l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, le conseil d'administration a jugé nécessaire de réorienter l'utilisation de ces ressources. Vous aurez à dégager le niveau des ressources à mettre à la disposition des jeunes porteurs de projets, définir les mécanismes opérationnels d'allocation de ces ressources, identifier des possibilités de synergie entre les projets et programmes mis en œuvre par vos structures respectives
dans le cadre notamment de la réinsertion des jeunes, ainsi que les actions à entreprendre pour appuyer cette importante frange de notre population. Toute chose qui contribue à l'atteinte de l'objectif du programme président de création de 200 000 emplois jeunes. Je le disais, la formation est la clé de la réussite. Ils sont donc 16 officiers de la garde nationale, de la gendarmerie nationale à recevoir leur parchemin après 3 mois de formation. Adama Traoré pour le compte-rendu. Ils sont 16 officiers, dont 14 de la garde nationale et 2 de la gendarmerie nationale, à recevoir leur attestation de fin de formation après 13 semaines de dur labeur. Le cours des futurs commandants d'escadron, organisé dans le cadre de la préparation opérationnelle, vise à donner aux futurs commandants d'escadron les connaissances nécessaires à l'accomplissement des missions multiformes avec professionnalisme et compétence. Par cet acquis, nous sommes dorénavant les chevaliers d'un ordre social tout particulier, celui de la défense des intérêts généraux et particuliers de nos concitoyens, fondement de toute société démocratique. Cette formation initiée par la Garde nationale en collaboration avec l'EITM et ECAP Sahel Mali vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre et de sécurité maliennes. Sans des ressources humaines de qualité, tous les moyens du monde ne serviront à rien. Alors c'est un sentiment de satisfaction et j'ai invité le chef-état-major à maintenir cette dynamique-là et à faire en sorte que les formations se succèdent au fur et à mesure pour qu'à moyen terme, nous ayons des hommes et des femmes de qualité, bien formés et professionnels. Ces différentes techniques apprises permettront aux récipiendaires d'être capables d'instruire et améliorer la capacité d'intervention au sein de leurs unités respectives. Les responsables de la Caisse mutualiste de l'éducation et de la culture étaient face à la presse pour parler de la vie de la Caisse. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. Échanger avec des personnes modernes dans leur domaine afin d'appréhender les expériences, voilà l'objet de l'espace Give One Talk. Pour ce numéro de débat avec les jeunes, c'est l'ancien Premier ministre Moussa Mara qui est l'invité. Cet espace d'échange qu'on a dénommé Give One Talk, pour permettre aux jeunes d'apprendre, d'échanger, mais aussi de pouvoir s'orienter dans l'avenir. La problématique du leadership en milieu jeune, enjeux et perspectives était au centre de cette rencontre. Avec Moussa Mara, il a été question des voies et moyens pour être jeune leader. Pour un pays dont la jeunesse est majoritaire en termes de population, que les jeunes cherchent à comprendre un peu les vertus du leadership, à s'impliquer sur les questions publiques, politiques, à se réaliser eux-mêmes, à se former, à être des citoyens impliqués localement et impliqués nationalement. Je pense que ce sont de bonnes choses. Et c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris dans cette initiative de cette association très dynamique, Give One. Et j'espère que le peu de temps que nous avons eu à discuter leur a permis un peu de percevoir les qualités qu'il faut avoir pour être un bon leader. Pas seulement un leader politique d'ailleurs, hein, mais même un leader d'entreprise, un leader d'association, un leader impliqué localement. C'est toutes ces vertus et toutes ces qualités que les jeunes doivent avoir. À noter que l'association Give One Project initie ce genre de rencontres tous les mois afin de renforcer les capacités des jeunes. De l'agriculture dans ce journal. Dans la région de Sikasso, la campagne agricole 2017-2018 affiche un état satisfaisant de moyens à bon. On fait le point avec Fatoumata Diallo. 2 temps forts ont marqué les activités de supervision des agents de la Direction nationale de l'agriculture à Sikasso. D'abord, des séances d'échange dans chacune des localités visitées avec les services techniques sur l'évaluation qualitative de la campagne agricole 2017-2018 et ensuite direction les champs de céréales pour complément d'information auprès des cultivateurs sur le déroulement de l'hivernage. Le maïs et les riz sont en phase de récolte. Ce qu'on peut constater, c'est qu'à certains niveaux, le rendement va baisser, surtout pour le maïs et riz. Nous pensons que dans l'ensemble, la campagne elle va être moyenne à bonne par endroit. Occasion pour les paysans de faire étalage des difficultés telles la présence de chenilles prédateurs, l'installation tardive de la pluie et sa mauvaise répartition
dans l'espace et dans le temps, avec des conséquences fâcheuses. À ces inquiétudes, des apaisements ont été donnés par les visiteurs du jour. C'est vrai, il y a eu des attaques, mais on n'a pas enregistré des superficies perdues à cause de ces chenilles-là. Mais ce qui est sûr, ces chenilles-là sont là. C'est des chenilles légionnaires. Il va falloir prendre des dispositions préventives dans les années à venir pour que ça ne fasse pas trop de dégâts. Aussi, le respect strict des dates de semis et l'utilisation des semences à cycle court ont été parmi tant d'autres les fortes recommandations des missionnaires. Une mission du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine séjourne dans la région de Caille pour des visites de certaines réalisations faites par les migrants de retour. Caille Mahamadi Aliou Bari. À travers cette visite de terrain, la délégation du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine voudrait non seulement évaluer les projets réalisés par le département à l'endroit des migrants de retour à Séline-Kenyi dans le cercle de Bafolabé et Somangidi Kouroua dans le cercle de Caille, mais aussi connaître les difficultés auxquelles sont confrontés ces migrants de retour. Autant rester chez nous pour pouvoir développer le potentiel que Dieu nous a donné, l'agriculture, l'élevage, il y a l'eau partout et les jeunes sont là. Il y a des écoles de formation. Je crois qu'il faut croire en soi pour pouvoir réaliser ce que tu crois être réalisable. Pour la production de savon, nous avons un certain nombre de difficultés. Il s'agit du manque d'équipement, manque de locaux aussi. Vous voyez, donc, dans les locaux où nous sommes, les locaux sont un peu étroits pour toutes ces femmes. Donc nous demandons au ministère de nous appuyer en termes d'équipement. À Somangidi Kouroua, la délégation a visité le périmètre maraîcher et la bananeraie de la coopérative agricole multifonctionnelle. Ici, les jeunes sont beaucoup déterminés pour un développement harmonieux à travers le maraîchage. Au cours du périple, le chef de la délégation s'est réjoui de l'engagement des jeunes pour le développement local. L'évaluation de la situation, les jeunes qui ont été formés aujourd'hui sont vraiment utiles à leur communauté. Le truc qui nous anime aujourd'hui, c'est de fixer les jeunes et les femmes pratiquement dans leur communauté. Une occasion pour le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine de remettre des enveloppes au groupe des jeunes et des femmes. Il n'est pas question de relire la loi sur l'enrichissement illicite. C'est une émanation communautaire. Cette déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Mamadou Ismaël Konaté, en visite à Paris. Des propos recueillis par Makanfi Konaté. Il n'est pas question de relire la loi. Cette loi est d'émanation communautaire. C'est une loi de transposition d'une directive qui nous engage bien plus au plan communautaire. Mais nous sommes conscients aujourd'hui, à la lecture des éléments d'information qui nous ont été donnés par les syndicats, que cette mise en œuvre doit être prise en main aujourd'hui pour assurer, 1, la régularité des informations qui sont contenues, 2, la confidentialité des informations qui sont contenues, 3, la sécurité absolue dans le cadre du maniement, 4, faire en sorte aujourd'hui qu'avec ces syndicats, nous puissions aujourd'hui entamer une démarche au sein d'une commission qui est composée des membres du syndicat, des membres de la partie gouvernementale, de tous autres experts qui pourraient éventuellement nous aider à percevoir davantage, notamment en ce qui concerne les pratiques qui sont en cours dans d'autres pays, je pense notamment au Burkina Faso, je pense au Sénégal, je pense à la France, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'enrichissement illicite sont des engagements fondamentaux du président de la République sur lesquels il n'est pas question de reculer d'un pouce. La deuxième édition de Bamako Jazz Festival a pris fin le week-end dernier par un concert son et lumière qui avait pour cadre le Laïko Hôtel de l'Amitié de Bamako. Modibo soirée. Après 3 jours d'activités marqués par des masterclass et des concerts non-stop, Bamako Jazz Festival édition 2017 ferme ses portes. Cette soirée VIP a réuni encore une fois autour du directeur artistique du festival, l'emblématique Cheikh Tidiane Seck, des stars internationales du jazz, en parfaite synergie avec des sommités de la musique malienne. Comme dans ses habitudes, Basekou Kouyaté, virtuose du ngoni, a harangué un public passionné de ce courant musical créé au début du XXe siècle aux États-Unis d'Amérique.
enfin, nous les Maliens, on a des jazz maintenant. C'est quand je vois que le jazz, blues, musique classique, tout ça a été importé. Mais chez nous ici, il n'y a pas de jazz. Il n'y a pas de festival de jazz, il n'y a que des world music. Mais il nous faut des jazz, blues. On doit créer tout ça ici. Donc, le jazz, pour moi, c'est la liberté, c'est l'âme noire, c'est la musicalité, le rythme, enfin, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous relie. C'est vraiment de l'âme, c'est l'essence de la musique. L'innovation majeure de cette édition était la forte présence d'artistes chanteuses, un choix du comité d'organisation qui vient de gagner son pari. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux, surtout que les musiciens ont pu s'exprimer, ont pu communier avec le public. Et il y a eu de vraies rencontres, des rencontres qui collent au caractère même du jazz, qui est assez fusionnel, qui est dans l'improvisation, mais tout ça en bonne harmonie. Donc nous sommes très très heureux et très très contents. Voilà donc, à l'instar de plusieurs grandes villes africaines, Bamako pérennise ainsi son rendez-vous jazz. Clôture donc du Jazz Festival de Bamako en présence du beau monde. Hier au stade Modibo Keïta, le Djoliba AC s'est qualifié pour la finale de la 57e Coupe du Mali en dominant l'AS Real au compte de la deuxième demi-finale 3-0. Cette grande finale opposera donc le 18 novembre prochain au stade Modibo Keïta, le stade malien au Djoliba AC. Mamoutou Dante a suivi cette deuxième finale et suivons son reportage. Dans un duel sans merci sur les gradins entre les supporters d'Olbius et Realis, la deuxième demi-finale de la Coupe du Mali a tenu toutes ses promesses. Plus réaliste que son adversaire du jour, le Djoliba AC valide son ticket pour la finale de la 57e édition des Dames Coupe en dominant l'AS Real 3-0. Dès l'entame de cette rencontre, les Rouges de Hermakono saisissent la première occasion en ouvrant le score à la 6e minute par Cheikh Tidiane Niang suite à un centre de Oumar Kida. Les Scorpions réagissent en multipliant les offensifs sans réussir à tromper Adama Keïta de Djoliba AC. Résistants et engagés, mais inefficaces, les Scorpions vont encaisser un second but à la 35e minute sur penalty, transformé par Seydou Diallo après une faute de main de Bakofi dans les 18 mètres. À la 73e minute, encore une autre faute de main dans la surface. Seydou Diallo inscrit son deuxième but personnel dans cette rencontre sur penalty et troisième but pour les Rouges de Bamako. Ainsi, le Djoliba AC se qualifie pour la finale de la 57e édition de la Coupe du Mali. Je l'avais dit avant que ça allait être vraiment difficile. Ça l'a été, mais je pense que nous avons fait l'essentiel en première mi-temps. Même si en deuxième mi-temps, il y a eu un moment de flottement, mais nous sommes restés nous-mêmes. Et c'était un match de coupe. Ce qui était important, c'était la victoire. Je pense que nous l'avons fait et de la plus belle manière aussi. J'ai pris des buts faciles. Il faut voir les premiers buts. Manque de concentration. Si les consignes ont été respectées, à la mi-temps, ça va être autre chose. Mais si l'entraîneur dit ces mots, les solutions ont toute une idée. Je félicite l'adversaire. La grande finale de la 57e Coupe du Mali opposera donc le stade malien au Djoliba AC le 18 novembre prochain. Focus Santé, gros plan ce soir sur le cancer de la prostate. Au Mali, il n'y a pas de statistiques sur cette maladie, mais tout ce que l'on sait, c'est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. L'âge moyen de la survenue de ce cancer est fixé à 70 ans, mais certains hommes peuvent le contracter à un âge précoce. C'est pourquoi il est conseillé à ce groupe cible de se faire dépister annuellement. Focus Santé, une réalisation de Ramata Konaté. Le cancer de la prostate, cette maladie qui touche une glande de l'appareil reproducteur de l'homme, est le cancer le plus fréquent au monde chez ce groupe. À l'instar des autres cancers, il n'y a pas de cause mais des facteurs de risque. Le premier facteur de risque du cancer de la prostate, c'est l'hérédité. Le deuxième facteur aussi accepté scientifiquement, c'est le facteur lié à l'origine ethnique. Et le troisième et dernier facteur de risque, c'est le facteur lié à l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on a le risque de faire le cancer de la prostate.
L'âge moyen pour la survenue du cancer de la prostate se situe aux alentours de 70 ans, mais certains hommes sont affectés à un âge plus précoce. La plupart des hommes atteints d'un cancer de la prostate ne présentent aucun symptôme au stade initial. 10 ans peuvent s'écouler avant l'apparition des premiers signes, des douleurs, une difficulté d'uriner, un dysfonctionnement érectile et d'autres symptômes. Cependant, seul un diagnostic pourra confirmer la présence de ce cancer. Tout homme, à partir de 45 ans, dans notre contexte malien, africain, je vais dire, doit se faire dépister, c'est-à-dire aller faire une analyse de sang qui s'appelle le PSA. Quand on dit PSA, il faut bien préciser le PSA total. Et un dosage du PSA total une fois par an. Toutefois, un niveau élevé de cette substance ne signifie pas forcément qu'il y a un cancer. Si ce PSA est élevé, il faut que la personne soit envoyée à l'urologue pour une biopsie de la prostate. Et c'est seulement la biopsie de la prostate qui permet de confirmer avec certitude qu'il y a le cancer ou il n'y a pas de cancer. 4 nanogrammes par millilitre, lorsque le PSA total dépasse ça, c'est un PSA élevé et doit indiquer une biopsie de la prostate. Quant aux traitements, ils sont différents en fonction du stade de la maladie. Si le cancer est limité à la prostate, c'est là où il faut vraiment faire soit la prostatectomie radicale, qui consiste à enlever les vésicules séminales contenant le cancer. Et en ce moment, tout le cancer est enlevé. Dans le constat au Mali, les différents services d'urologie n'avons pas beaucoup de prostatectomie radicale à faire parce que les gens ne viennent pas tôt. Ils sont diagnostiqués à des stades où la prostatectomie n'est plus indiquée, où la radiothérapie souvent n'est même plus indiquée, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a la chance d'avoir la radiothérapie au Mali, qui se fait bien à l'hôpital du Mali. Ce traitement consiste à détruire les cellules cancéreuses à l'aide de radiations électromagnétiques externes émises par un appareil de radiothérapie en essayant d'épargner les tissus périphériques sains. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, une présentation de Kadia Toukone. Excellente nuit à nos téléspectateurs de Niafunke dans la région de Tombouctou. Malidenw, peuple fier et noble, nous avons une grande histoire. Digne héritier de grands conquérants,